dans votre rendez-vous préféré, rendez-vous de la rédaction, donc qui traite de l'actualité nationale, internationale. Et aujourd'hui, j'ai deux invités. Il s'agit de, à ma droite, Adamadia. Monsieur Adamadia, bonjour. Bonjour, monsieur. Je dis que vous êtes travailleur social, Oui. et ce n'est pas la première fois également. Oui, Vous avez été invité dans d'autres questions, sur d'autres champs. À ma gauche, Ibrahim Mbodj. Ibrahim Mbodj, bonjour également. Vous êtes chroniqueur. Bonjour, monsieur Moussagna. Voilà. Donc, nous allons vivre dans le débat. C'est pour parler aujourd'hui de l'actualité préoccupante. Il s'agit d'abord sur le plan international, en Afrique de l'Ouest, près de nous. C'est les élections en Guinée-Conakry et en Côte d'Ivoire. Mais également, nous allons parler de chez nous également. Il y a eu un remue-ménage ou bien un remaniement. Ça dépend en tout cas de ce que vous allez commenter, tous les deux d'abord. On a procédé à un remaniement, c'était jeudi passé. Le président de la République a annoncé, en tout cas, de revoir totalement son gouvernement et de l'aménager totalement pour répondre, en tout cas, aux aspirations de population, parce qu'il y a beaucoup de mots aujourd'hui qui ne disent pas son nom. Alors donc, il faut une rupture totale. Ce gouvernement qu'on nous a présenté dimanche dernier, est-ce que c'est un gouvernement que tout le monde attendait, ou bien ça a été une déception totale? Je vais tout d'abord m'adresser à vous, à Adamadia, travailleur social, mais auparavant, nous allons rendre un hommage vibrant, à titre posthume donc, au professeur Iba Der Thiam, qui vient de tirer sa révérence, un baobab, comme on le dit, et nous adressons nos vives condoléances à la famille éplorée, et nous laissons également le soin de présenter vos condoléances avant d'aborder donc cette question. Oui. Merci, monsieur Moussagna. Merci de m'avoir invité sur ce plateau de Touba TV. Et c'est un grand plaisir de revenir ici. Et je dis bonjour aussi à monsieur qui vient monsieur Mbodj, qui vient nous rejoindre sur ce plateau. Alors, sans plus tarder, comme vous l'avez dit, comme vous l'abordez, comme tous les Sénégalais, comme tous les jeunes étudiants aussi, j'aimerais présenter mes sincères condoléances au peuple sénégalais et à la famille de M. Iba Der Thiam, qui a été un professeur quand même éminent et qui a beaucoup travaillé pour ce pays et qui nous a fait aimer l'histoire de notre pays surtout et l'histoire de l'Afrique. Maintenant, pour revenir au sujet, et comme vous l'avez dit, parce qu'aujourd'hui, M. Macky Sall, il a complètement chamboulé, on peut dire, chamboulé le gouvernement avec, le remaniement ministériel, qu'on attendait d'ailleurs depuis un moment. Mais ce qui m'a un peu intrigué, c'est que la dernière fois, il parlait de lui, il n'aimait pas les remaniements, parce que peut-être qu'il voulait parler des frustrations. Et je pense que la frustration s'est installée, non pas tout simplement au niveau des ministres, mais au niveau aussi des Sénégalais. Parce que après le remaniement, nous avons vu quand même que les gens, ils ont eu chacun avec sa position sur ce remaniement-là. D'aucuns sont déçus par ce remaniement. D'autres ont trouvé peut-être nécessaire que l'ouverture dont on parlait, un gouvernement d'union nationale peut-être, mais ce qui a le plus attiré l'attention des gens, c'est la nomination de au Conseil économique et social. Maintenant, pour revenir justement à ce remaniement, ce qui nous a beaucoup plus frappé aujourd'hui, c'est le fait que nous avons vu des gens qui ont accompagné quand même M. Macky Sall quitter le gouvernement. Ses anciens compagnons. Ses anciens compagnons, et beaucoup de gens ne s'y attendaient pas exactement. Bon, certains disaient qu'Amadou Ba, il se pourrait qu'il quitte le gouvernement, ce qui est arrivé, parce qu'il y en a des analystes qui l'ont dit, mais on ne voyait pas que des gens comme Martha Cissé quittaient, des gens comme le ministre de l'Intérieur, Ali Goundiaï quittaient, et beaucoup de ténors quittaient, et l'arrivée, comment dirais-je, de Aïssata Tall Sall, première femme nommée au niveau en remplacement de M. Amadou Ba. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce remaniement-là,
Moi, personnellement, le sentiment que j'ai eu par rapport à ce remaniement-là, c'est que c'est l'histoire un peu qui se répète. Parce que nous, je prends juste un exemple pour faire le corollaire. C'est comme si un coach, un entraîneur d'une équipe qui se cherche toujours. Il y a toujours des joueurs qui entrent, d'autres qui reviennent. C'est le tâtonnement. Et peut-être que c'est un tâtonnement ou bien c'est un jeu politique ou c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre exactement. Mais il y a toujours des gens qui viennent, qui reviennent. Mais qu'en est-il exactement de la situation du pays? Ça ne vous satisfait pas tout? Je ne sais pas, je ne dirais pas que ça ne me satisfait pas parce que je n'ai pas encore vu le nouveau gouvernement en action. Parce que tout simplement, les gouvernements qui sont passés, ils ont eu à faire des choses, mais il y a beaucoup de limites et beaucoup de remous. Peut-être qu'avec ce nouveau gouvernement, il y aura peut-être un changement. Attendons de voir. D'ici, mais l'entrée d'Idrissa Seck, Ibrahima Mbodj, d'abord, vous allez présenter vos condoléances. Bon, je présente d'abord mes condoléances, mes très sincères condoléances à M. Afeu Ibader Cham, un professeur d'histoire émérite, un monument de la vie politique sénégalaise, qui s'en est allé, un grand homme, et que Dieu l'accueille en son paradis. Amen, amen. Voilà. Maintenant, pour parler un peu, rebondir sur ce que disait M. Dia, bon, je vais prendre la formule d'un ami qui disait « tout ça pour ça ». On nous parle d'un remaniement ministériel. Qu'on nous a annoncé comme une bombe. Qu'on nous a annoncé comme si c'était, en fait, comme si c'était une tempête. Un remaniement ministériel, le Sénégalais lambda, dont j'en fais partie, s'attendait vraiment à une chose un changement en profondeur. On pensait plutôt à des technocrates. Un changement en profondeur où il y aurait par exemple l'entrée de technocrates, de messieurs qui ont marqué vraiment, qui ont eu un vécu, une expérience avérée dans leur domaine. Mais ce qu'on a vu, c'est tout sauf un remaniement ministériel. Quoi, ça, on peut l'appeler un léger réaménagement gouvernemental. Point barre. Voilà. Et ça, c'est pas un remaniement. L'entrée d'Idrissa Seck au Conseil économique social, avec également de ses pôles. L'entrée d'Idrissa Seck au Conseil économique social environnemental, mais c'est ahurissant. Ça, c'est le Sénégalais qui ne peut pas comprendre. Franchement, le peuple sénégalais n'arrive pas à digérer ça. Idrissa Seck, quelqu'un qui s'est toujours autoglorifié. Moi, les fonctions nominatives, c'est fini pour moi. Il a cité 4 exemples par exemple. Il dit que moi, ce qui me reste dans la vie politique, dans ma carrière politique, en tout cas, soit je serai député, donc élu du peuple. Un poste électif, oui. Poste toujours électif, président du conseil départemental. Troisième point, j'ai un peu oublié. Le président de la République. Le quatrième, c'est le président de la République. Donc c'est comme si Idrissa Seck s'est dédié. Il s'est renié, il s'est dédié. Mais il a parlé d'une circonstance atténuante. Quelle circonstance la Covid-19. Est-ce que ça ne doit pas être un prétexte? Puis, évidemment, parce que tous les pays ont subi une certaine récession économique. Est-ce que ce n'est pas cette question qui est au centre, en tout cas, de sa préoccupation pour venir apporter sa pierre au gouvernement? Bien évidemment, on attendait de Idrissa Seck, comme on le connaît tous, des arguments pareils. Il faut juste qu'il donne un prétexte pour que le fait de rejoindre Macky Sall soit crédible. Mais ça ne peut pas l'être. Ah bon? Ça ne peut pas être crédible le fait que Idrissa Seck rejoigne Macky Sall. Et Macky Sall même ne devait pas accepter cela. Mais pour un jeu politique, ça s'accepte. Si on analyse de l'angle sur le plan de la politique, le fait que Idrissa Seck rejoigne, c'est acceptable. Moi, personnellement, ça ne m'étonne pas trop que Idrissa Seck soit revenu, parce que nous sommes dans un pays où les gens ils disent et ils se dédisent tout le temps. Et nous sommes des jeunes. Mais quel type d'homme, quel homme politique aujourd'hui nous devons nous référer aujourd'hui? Pourquoi Macky Sall, lui, il fait la promotion de gens qui disent et se dédisent tout le temps? C'est pas possible en réalité. Et aujourd'hui, peut-être nous attendions aujourd'hui qu'on amène des technocrates, qu'on amène des gens, on parle de fast track, qu'on amène des gens quand même qui sont bien dans leur domaine, les meilleurs dans leur domaine, pour que quand même, et bien évidemment, la Covid, c'est vraiment un prétexte, mais un prétexte pour non pas amener des hommes politiques, les placer, mais quand même pour
on parle de relance de l'économie. On aurait dû peut-être aujourd'hui amener des gens qui sont beaucoup plus calés dans leur domaine pour qu'on aille vers de l'avant. Mais quand on voit le simple fait de voir la figure de Idrissa Seck au niveau de l'attelage, ça pose problème. Parce que les gens, ils ne vont même pas voir l'essentiel. Et aujourd'hui, ce qui me fait mal aussi, c'est que nous sommes tous focalisés sur Idrissa Seck, la personne d'Idrissa Seck. Et aujourd'hui, la personne d'Idrissa Seck, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est un doyen, mais quand même, la personne d'Idrissa Seck n'intéresse plus les Sénégalais. Tout à fait. Ça n'intéresse plus les Sénégalais. Mais c'est que beaucoup s'attendaient à ça quand même. Beaucoup de personnes ne s'attendaient pas du tout à ça. Si on sait qu'il était classé deuxième, en tout cas aux élections présidentielles précédentes. Bon, aujourd'hui, un avenir politique pour Idrissa Seck parce qu'on lui prête, en tout cas quelque part, au président Macky Sall de le préparer pour sa succession. Tout ça c'est possible. Hein. C'est ce qu'on appelle le jeu de yo-yo politique. Mais ce qui est grave dans tout ça, mais il ne faut pas dealer sur le dos du peuple. Moi, je pense que ce peuple-là est assez éprouvé. C'est un peuple fatigué. Il ne faut pas dealer sur le dos du peuple. Ce n'est pas sérieux. Le citoyen, il a besoin de politiciens modèles. Pas de politiciens, mais d'hommes politiques. Ce n'est pas pour ça, c'est pas pour rien qu'on fait la nuance entre homme politique et politicien. Ça, c'est des politiciens. Un homme politique ne va jamais dealer sur le dos du peuple. Regardez, comme vous le dites, pour rebondir là où vous avez débuté, pour parler de la Covid ou bien du Covid. Mais regardez ce que la Covid ou bien le Covid a impacté dans l'espace, dans l'économie sénégalaise. On a vu des sociétés qui ont fermé. On a vu des licenciements. On a vu un président de la République qui dit qu'il ne faut pas licencier. Au moins, même si vous ne pouvez pas payer l'intégralité, par exemple, des salaires, payez au moins 70%, l'État va vous accompagner. Donc, on sent sérieusement que là, on est en face d'un État qui est éprouvé, de sociétés vraiment qui sont au bord de la faillite. Malgré tout ça, et tous ces problèmes, tous ces fléaux, on vient nous parler d'entrée d'Idrissa Seck. Encore mieux, si vous encore poussez l'analyse de manière beaucoup plus pointue, regardez ceux qui sont sortis. On me parle de Makhtar Cissé, on me parle de Amadou Ba, on parle de Mimi Touré, on parle de Ali Ngouille également. Ali Ngouille Ndiaye, on parle de Oumar Youm. Mais c'est la crème. C'est l'appareil. Non, c'est la crème qui est sortie. C'est bizarre. Moi, je ne peux pas concevoir qu'on mette d'or un Mohamedou Makhtar Cissé, qu'on mette d'or un Ali Ngouille Ndiaye, un Thierno Youm. On laisse là-bas monsieur le ministre de l'Environnement, madame ministre de la Jeunesse, quelqu'un à qui j'ai regardé dans une chaîne de la place, lors de ces fameuses Barça ou Barça. Je ne sais même pas comment aborder le sujet. Je ne sais même pas quoi répondre. Voilà. Donc le Sénégalais, nous, en tant que Sénégalais, on est obligé de s'imaginer. Donc nous, on confie notre destin à ces messieurs-là. Non, franchement, il y a problème. C'est du pareil au même, donc troisième mandat, toujours accro au troisième mandat. Voilà, c'est ça que vous voyez. Oui, bon, c'est un problème. Bon, pour le cas du Sénégal, on ne peut pas encore dire. On va attendre quand même. Parce que ça peut être au Dauphinat. C'est-à-dire qu'il faut quand même élargir l'analyse et laisser les choses se faire. Ne pas tout simplement se focaliser sur un truc et les autres choses. Ça peut même être une dévolution clanique. On ne sait jamais attendre en 2023 pour dire qu'on prend la conscience pour dire, parce que c'est ce qui se passe en Afrique. On attend à la dernière minute pour changer les choses. On peut s'attendre à tout. Voilà. Laissez le temps au temps. On verra, en tout cas, on suit de près tout ce qui va se passer en 2024. C'est dans 4 ans, c'est pas loin. Mais on va revenir également, c'était une brèche qu'on avait ouverte sur l'actualité nationale. Mais on va en Guinée, les élections en Guinée, en Conakry, c'était le 18 octobre passé, et 4 candidats en lice. Bon, on a vu le candidat top de l'opposition, son rival, c'est Daniel Diallo, Alpha Condé. Bon, on a vu également aux résultats qui ont été proclamés que Alpha Condé a fait un ravage, vraiment, a gagné de manière spectaculaire, parce que quand je vois 33% pour Daniel Diallo et pour Alpha Condé 58% à peu près. Donc, comment vous voyez ces résultats? Et aujourd'hui, ce qui se passe en Guinée est préoccupant, une déception encore de l'autre côté. Moi, honnêtement, ce qui se passe en Guinée, non seulement c'est une déception, parce que c'est pas la volonté du peuple en réalité, mais même, prenons encore l'autre angle.
un grand monsieur comme Alpha Condé, c'est un grand monsieur. Hein. Moi, j'ai du respect et de la considération pour Alpha Condé, pour au moins ce qu'il a fait pour la Guinée. Mais Alpha Condé, il a soufflé l'alternance, certainement. Non seulement il a soufflé l'alternance, mais Alpha Condé, c'est quelqu'un qui s'est battu pour implanter la démocratie en Guinée. N'oubliez pas que Alpha Condé a été emprisonné par Alpha Condé. Alpha Condé a fait la prison. Alpha Condé a été même condamné à mort, si je me rappelle bien, si en tout cas mes souvenirs sont bons. Alpha Condé venait ici au Sénégal pour faire des meetings avec les Amad Dansoko, les Bathily. N'oubliez pas que pratiquement une partie de sa carrière, il l'a fait à travers le Sénégal. Parce qu'à un moment donné de l'histoire, c'était presque quasi impossible. Il a fait un parcours de combattant. Oui, c'était quasi impossible de parler démocratie en Guinée. Donc malgré tout ça, toute cette expérience, ce vécu, cette souffrance pour arriver maintenant à une alternance en 2010. Moi, je pense qu'Alpha Condé, normalement, avec tout ce aura-là, ce vécu-là, il prend le pouvoir en 2010. Il dit que moi, je vais faire 2 mandats. 2010-2015, 2015-2020, je mets la Guinée sur les rails, sur les rampes du développement. J'organise des élections libres, démocratiques et transparentes. J'installe un nouveau. Je lui formule des prières. Je me dis que moi, je vais tirer ma revanche parce que j'ai fait ce que j'avais devais faire. Donc, pour lui, il est sorti par la petite porte. Hein? Ah, pour le moment, on ne peut pas dire qu'il est sorti par la porte. En tout cas, mais en tout cas, une chose est sûre. Malgré qu'il soit sorti ou qu'il ne soit pas sorti, parler de mort, rien que parler de mort, ça pose problème. Voilà. M. Dia, on a vu, comme l'a dit M. Mbodj, Alpha Condé qui a révisé la Constitution pour revoir en tout cas son mandat et qui a amené même ces 5 ans en 6 ans, et pour un seul mandat renouvelable. Donc, c'est un référendum qui a été voté en tout cas de manière majoritaire, en tout cas oui. Mais aujourd'hui, par rapport à tout cela, le tripatouillage de la Constitution par nos leaders africains, qu'est-ce qu'on peut dire sur cela? Avec tout le cursus qu'il a fait, comme l'a dit. Quand même, c'est quand même regrettable, parce que Alpha Condé, comme l'a dit M. Mbodj, c'est quand même un opposant historique qui vient au pouvoir pour un changement. Et quand les gens ont vécu sur la durée les difficultés des guerres et tout, tu viens parce que les gens ont espoir en toi. Maintenant, Alpha Condé, il vient, c'est un opposant historique qui hérite du pouvoir. Le problème en Afrique, c'est pourquoi, à chaque fois qu'on personnalise le pouvoir, c'est-à-dire que les gens, les présidents qui sont ici, ils personnalisent le pouvoir. C'est ça le danger. Maintenant, dans cette personnalisation du pouvoir, il faut tout le temps jouer sur la Constitution. C'est-à-dire que c'est ces coups d'État institutionnels et constitutionnels qu'il faut arrêter. Maintenant, arrivé à un 2e mandat, il décide de changer la Constitution pour se représenter en 3e mandat. Il avait dit qu'il n'allait pas le faire. Et c'est ce qui a amené le problème. Et moi, ça m'étonne parce que j'ai suivi quand même les choses, comment ça s'est passé. On savait qu'il y aurait des morts. Mais pourquoi tout le temps il faut non seulement vouloir briguer un 3e mandat et en plus tirer sur le peuple? Il s'est référé ce qui s'est passé sur le référendum. Voilà, ce qui s'est... Non mais il s'est référé sur le référendum, je suis d'accord. Mais quand on a les cartes en main, c'est nous qui tirons les cartes comme on veut. C'est nous qui tirons les cartes. Maintenant, voir des gens, tu prends des milices qui tirent sur les populations, sur les femmes, sur des jeunes, au lieu de s'occuper du développement du pays, de s'occuper des questions de l'heure, c'est des questions politiques tout le temps, et il faut que ça s'arrête en Afrique. Des questions politiques, M. Mbodj, on a vu, quelle est la part de la CEDEAO, quelle est la responsabilité de la CEDEAO dans tout cela, si on sait que, également, ça regroupe tous les 16 pays de la sous-région. Est-ce que, évidemment, mais la CEDEAO, elle a montré ses limites, hein. Comme disent pratiquement la plupart des Sénégalais, la CEDEAO, finalement, on a l'impression que là, on est en face d'un syndicat de chefs d'État. Quand on touche un chef d'État, regardez la CEDEAO qui se lève aussitôt pour dire que non, il faut remettre l'ordre constitutionnel, etc. Regarde ce qui s'est passé au Mali. L'intervention de la CEDEAO, ils n'ont même pas tardé. Maintenant, regardez la Guinée. Alpha Condé, qu'on a vu tripatouiller la Constitution, un vieillard de 82 ans, qui a fait 2 mandats successifs.
qui arrive au terme de son mandat, qui se dédie, qui tripatouille, qui change la constitution, tout ça au vu au su de la CEDEAO, avec des morts d'hommes, et puis des jeunes de 16 ans, 18 ans, 20 ans, des jeunes... Mais on a vu la CEDEAO évidemment qui a envoyé des émissaires, ils ont même libéré... moi, je ne parle pas de... je suis en amont d'abord. Moi, je ne parle pas des élections. Oui. Je te parle de la CEDEAO qui a vu venir et qui n'a rien pu faire pour empêcher que cela puisse arriver. On a vu Alpha Condé, il a d'abord... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a épuisé ses 2 cartouches. Il a tripatouillé, il a changé la constitution. Il a organisé un référendum. On a vu des marches avec des morts d'hommes. Est-ce que la CEDEAO a levé le plus petit doigt pour faire un communiqué, pour sortir un communiqué, pour condamner ça, dire que, ah non, Alpha Condé, franchement, avec tout le respect qu'on vous doit, on sait que vous êtes un grand monsieur, vous avez beaucoup fait pour la Guinée, mais arrête, vous n'avez pas ce droit. Mais la CEDEAO, qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend qu'il y ait mort d'homme, qu'il attend qu'il y ait un embrasement généralisé ou bien général pour venir aller faire, je ne sais pas moi. Voilà. Finalement, on ne comprend pas. Voilà. Monsieur Dia, aujourd'hui, on voit que la Guinée est un peu coupée du monde. On ne sait pas exactement ce qui se passe, même si c'est vrai, ils ont libéré Sindalo Diallo, en tout cas, de cet état de siège. On a entendu dans Diallo sa déclaration qu'il maintient, il reste en tout cas sur sa position. Il faut que... C'est lui le vainqueur. Voilà, il faut que la vérité soit traduite, voilà, et rétablie. Donc, par rapport à tout ça, est-ce que la CEDEAO est venue à temps ou bien c'est une CEDEAO de bande d'amis? Oui, parce que, merci beaucoup, M. Mbodj l'a dit, parce que moi je pense que le mutisme de la CEDEAO est quand même exacerbant. Parce que moi, je ne peux pas concevoir qu'on dit que la CEDEAO est là pour régler ces problèmes-là et que la CEDEAO se tait. Mais quand même, ce n'est pas étonnant. Parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Parce que même les chefs d'État qui sont au niveau de la CEDEAO ne respectent pas les prescriptions de la CEDEAO. Aujourd'hui, ce qui s'est passé ici au Sénégal, c'est un exemple. La CEDEAO, lorsqu'on a emprisonné Karim Wade, la CEDEAO avait condamné. La CEDEAO a donné beaucoup de prescriptions, mais les présidents ne le respectent pas. Maintenant, un président qui ne respecte pas cela, est-ce qu'il peut aller voir un autre président dans son pays pour lui dire que voilà, au nom de la CEDEAO, il faut arrêter? Donc, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, la CEDEAO a quand même montré ses limites. Même si dans le passé, la CEDEAO a posé des actes, mais aujourd'hui, la CEDEAO a montré ses limites. C'est quand même désolant. Mais ce qui me désole le plus, c'est qu'aujourd'hui, cette boule de neige qu'il y a au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire, moi je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une autre force qui est au-dessus de tout ça? Une autre force qui demande aux gens, non, ne quittez pas le pouvoir, restez au pouvoir. Et aujourd'hui, vous ne verrez jamais aux États-Unis un président faire 2 mandats. Vous ne verrez jamais en France, on dit que non, la France... Mais on ne verra jamais en France Macron vouloir dire que je vais faire un 3e mandat. Non, ça ne se passe qu'en Afrique. Et pourquoi ça se passe en Afrique? Pourquoi ça se répète? Et si c'est une fois, on dit que c'est normal. Mais si c'est une fois, 2 fois, dans 5 pays, ça devient pathologique. Et c'est ce qui n'est pas normal. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en haut qui force les gens à rester... Voilà, le syndrome du 3e mandat et nos rapports avec la France, et puis ce qu'on a vu peut-être... un peu bizarre, Alpha Condé avait même interdit ses ressortissants de voter. Ça, c'était également jamais vu. Non, Alpha, il est devenu un tyran, là. Personne n'a rien dit. Il est devenu un tyran, maintenant. Alpha, il est devenu un tyran. C'est quelqu'un... Alpha, il est devenu un tyran. Vous avez envie de lui tirer une balle? Non, pas envie de lui tirer une balle. C'est pas à moi de lui tirer une balle. Je ne le ferai pas. Je ne vais pas lui ôter sa vie. Mais Alpha, il est devenu quelqu'un qui... En tout cas, ses capacités intellectuelles, moi je doute, est-ce qu'il les a toujours gardées? Actuellement, est-ce qu'il a toujours ses capacités intellectuelles? Parce qu'Alpha, c'est comme si Alpha ne réfléchissait plus. Alpha, il a plus 83 Regarde Alpha ans. qu'on a vu danser. Regardez Alpha Condé qu'on a vu danser lors de l'hymne national. Regardez Alpha Condé tenir un discours ethniciste pour dire que tous ceux qui vont voter pour celui Diallo, on votait contre moi, on votait pour un peul. On votait contre un président qui tient un tel discours. Ça, c'est déjà vu. Mais Alpha, il a perdu ses repères. Soit il est obnubilé par le pouvoir, soit il a peur de perdre le pouvoir, soit il craint pour après le pouvoir. Ouais. Mais tout ça, ça peut se négocier. On a vu des présidents qui ont fait des fautes dans leur gestion, mais qui ont négocié leur départ. Mais un départ, ça se négocie. Regardez par exemple, je donne un exemple. Alpha, malgré tout ce qu'on puisse lui prêter,
organise des élections libres, démocratiques. Cellou Dalein Diallo gagne. Il dit, venez Cellou. Cellou vient devant toute la communauté aussi bien nationale qu'internationale. Il félicite Cellou Dalein Diallo. Il formule des prières pour lui. Il dit que je vous lègue le pouvoir. Mais même s'il avait fauté intérieurement, mais ça, au moins c'est le début d'un pardon. Parce que rendre le pouvoir comme ça, par les urnes, démocratiquement, mais ce n'est pas donné à n'importe quel chef d'État. Ouais, cette démocratie donc en recul qui est un peu constatée, c'est le même cas également en Côte d'Ivoire. Pour ouvrir également une ouverture sur la Côte d'Ivoire, c'est un peu même le cas. Le cas est similaire. Ouais. C'est le même cas, comme je l'ai dit tantôt. Les élections, c'était le 31 octobre. C'est la même chose, mais en Côte d'Ivoire quand même, il faut rappeler que l'histoire ne date pas d'aujourd'hui. Parce que la chose, c'est toujours une relation de cause à effet. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes effets. Aujourd'hui, c'est l'histoire. Parce que nous, depuis qu'on a été jeunes, on a toujours entendu que Côte d'Ivoire, il y a des guerres, il y a tout, il y a de gauche à droite. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que derrière Houphouët-Boigny, il y a eu quand même un tiraillement, une guerre entre ses fils spirituels, que ce soit Ouattara, que ce soit Bédié, que ce soit Général Gueye. Et aujourd'hui, on a vu que ce qui se passe là-bas, ça ne date pas d'aujourd'hui, avec l'assassinat du Général Gueye, avec, comment dirais-je, Gbagbo qui, lorsqu'il est venu... Il y a eu élection post-électorale. Voilà, avec Gbagbo qui ne voulait pas... qui ne voulait pas organiser des... Voilà, Gbagbo qui ne voulait pas organiser des élections. Mais quand même, lorsque Ouattara est venu, le pays s'est quand même stabilisé. On a vu quand même un nouveau Côte d'Ivoire qui s'est stabilisé. Mais toujours, c'est le problème de la troisième candidature et de vouloir briguer le troisième mandat. Et lui, il avait dit qu'il n'allait pas se présenter. Après, il revient devant tous les Ivoiriens, tous les Africains, pour dire que non, finalement, je vais me présenter parce que, tout simplement, celui qui l'avait préparé, il est décédé. Et après moi, c'est le chaos. Après, maintenant, c'est le chaos. Et ça peut se comprendre. Tout le monde savait que ça allait connaître comme ça. Et moi, j'ai peur même pour, comment dirais-je, en Côte d'Ivoire, pour le truc post-électoral là. Voilà, c'était son premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, qui est décédé. Bon, on a entendu évidemment aussi Alassane Ouattara dire qu'il fait, en fait, c'est une obligation citoyenne aujourd'hui d'être, en tout cas, quelqu'un qui doit se présenter, étant donné que son premier ministre... Mais Alpha Condé, c'est un demi-dieu ou bien... Non, je veux parler de Ouattara en Côte d'Ivoire. Il parle d'une obligation citoyenne. Ouais, est-ce que vous lui acceptez cela? Mais ce que je suis en train de répondre, je suis en train de répondre à vous. Je dis que mais Alassane Ouattara, c'est un homme qui est éternel ou bien c'est un demi-dieu ou quoi? La Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas, je crois bien que c'est 25 millions d'habitants. La Côte d'Ivoire est plus peuplée que le Sénégal. Maintenant, sur ces 25 millions d'habitants-là, on ne peut pas trouver quelqu'un qui puisse présider aux destinées de la Côte d'Ivoire. Donc, sans Alassane Ouattara, il n'y aura plus de Côte d'Ivoire. Donc, c'est le désert, quoi. Il n'y a pas d'intellectuel, il n'y a pas de manager, il n'y a pas une autre personne qui puisse gérer la Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est insulter la mémoire des Ivoiriens. Non, ça, c'est une insulte, hein? Pour vous conforter sur ça. Ça, c'est une insulte. Pour vous conforter sur... mais si. Pour vous conforter sur ça, on utilise toujours les textes, la démocratie. Qu'est-ce qu'on a fait? Alassane Ouattara, il s'est arrangé pour instaurer un système de parrainage, pour éliminer certains. L'autre chose, on a fait exiler Guillaume Soro. Et Gbagbo qui a été acquitté, on lui dit que tu ne peux pas revenir. Ouais. C'est-à-dire que quand on a les cartes en main, candidats au départ, voilà, ils n'ont obtenu que 4. Quand on a les cartes en main, on en fait ce qu'on veut. Et c'est ça le problème en Afrique. Quand on a les cartes, on les tire comme on veut, on fait ce qu'on veut. Maintenant, quand on dit que commission électorale, on ne peut pas avoir une commission qui n'est pas indépendante. Quand une commission est instaurée, c'est une commission qui est indépendante. Mais quand c'est le gouvernement en place, quand le président candidat à sa succession, c'est lui-même dans son gouvernement qui organise les élections, mais ça pose problème. Et pourquoi les gens veulent s'éterniser au pouvoir? C'est ça la grande question. Les questionnements qu'il faut se poser, c'est pourquoi les présidents africains veulent s'éterniser, veulent personnifier, personnaliser. Mais ils ont traîné aussi des casseroles. Mais c'est pour ça. Regarde ce qui se passe au Sénégal. Mais ça a tout l'air, hein? Moi, j'ai traîné des casseroles.
on a des choses à me reprocher. Maintenant, pour protéger mes arrières, je vais essayer de mettre quelqu'un qui va me protéger. C'est aussi simple que ça. Ils ont peur de perdre le pouvoir. Parce qu'ils perdent le pouvoir, c'est des représailles. Mais est-ce que, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a, parce que tout à l'heure tu as énuméré cela, est-ce qu'il n'y a pas une main derrière, la main de la France, qui exige que qu'il y a ces candidats aussi? Non, monsieur, c'est la question que je me pose tout le temps. De tout chambouler, de créer même une guerre civile. C'est la question que je me pose tout le temps. Pourquoi les gens veulent personnaliser le pouvoir au point de croire que si eux, ils ne font pas plus de 2, 3, 4 mandats, les choses ne vont pas marcher. Je vous ai dit tantôt qu'aux États-Unis, les élections vont se passer prochaine fois. Là-bas, c'est clairvoyant. C'est clairvoyant, c'est clair. Quelle que soit la situation, il y a des choses qui sont stabilisées. Bon. C'est-à-dire que les 2 mandats, ce sont des choses qui sont stabilisées. Et ça, il faut stabiliser ça ici en Afrique. Mais le problème, en fait, M. Dia, en fait, il ne faut pas comparer il faut comparer ce qui est comparable. Aussi bien les États-Unis, aussi bien l'Europe, ça n'a rien à voir avec l'Afrique. N'oubliez pas, M. Barack Obama, puissant président des États-Unis, disait que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Mais le problème de l'Afrique, c'est un problème d'institution, en réalité. On est à sa fin du pouvoir. Le problème d'Afrique, c'est un problème d'institution, c'est-à-dire un contre-pouvoir. Mais le pouvoir, il a besoin d'équilibre. Pourquoi on dit contre-pouvoir? Mais pour contrer le pouvoir. Et vous savez pourquoi? Parce que quand on a le pouvoir, on est puissant. Moussa, vous savez pourquoi on a ce problème-là? Oui, pourquoi? Avec les institutions-là. Oui. C'est-à-dire que c'est la théorie que j'ai compris moi. Je me suis fait une théorie pour comprendre cela. On a l'habitude de dire tout le temps, vous les journalistes, au lendemain des élections, ou bien lorsqu'on proclame les élections, cette fameuse formule, les hommes passent, les institutions demeurent. Le problème en Afrique, en réalité, les hommes ne passent pas et les institutions ne demeurent pas. C'est-à-dire que ce sont les mêmes hommes qui se substituent. Il y a une similitude d'hommes, on n'a pas encore ces hommes forts-là, une similitude d'hommes qui se substituent entre eux. Et quand ils viennent, parce que les institutions, ce n'est pas des murs, les institutions, c'est des textes. Maintenant, quand ce sont les mêmes hommes qui reviennent au pouvoir, et quand ces hommes-là qui viennent tripatouillent la Constitution, changent les institutions à leur guise, donc les hommes ne passent pas et les institutions ne demeurent pas. Donc c'est un peu le partage du gâteau, c'est un peu les gens qui se croisent, qui se recroisent, qui se décroisent. Ce sont les mêmes hommes qui sont là, c'est un boulot. Pour conforter M. Dian dans sa position. Je prends l'exemple de la France. De Gaulle, il est mort, je crois bien, si je ne me trompe, en 1970. Le général de Gaulle, le plus puissant, le meilleur président français en tout cas, dans l'histoire moderne. Imaginez-vous un ancien directeur de cabinet de Gaulle siéger dans le conseil des ministres de Macron. Je fais allusion au Sénégal. Ou bien un ancien ministre, ou bien un ancien directeur de cabinet ou chef de cabinet de Gaulle continue à exercer des fonctions publiques dans le gouvernement français. Vous l'avez vu? Un ancien directeur de cabinet de Senghor continue à exercer des fonctions publiques. Nationale où il y a un président qui était... Un président qui est là, qui transcende pratiquement toutes les générations. De Senghor, Diouf, Wade, Macky Sall, qui fait presque 60 ans de Est-ce que ce n'est pas finalement un problème de système qui se pose, en tout cas en Afrique? Parce que non, ce n'est pas un problème de système, mais c'est un problème d'homme. La Guinée, la Côte d'Ivoire, la sous-région. Ce n'est pas un problème de système, mais c'est un problème d'homme. Ce n'est pas un problème de système. C'est un problème d'homme. Oui, bon, moi je pense que ce sont ces hommes-là qui font le système. C'est un problème de système, bien évidemment. Ce mot, est-ce que ce système n'est pas sous la suprématie de la France? C'est ça, moi, mon questionnement. Et mon questionnement, il est quand même perpétuel. Je me pose toujours cette question-là. Pourquoi ces gens-là veulent, encore une fois, personnaliser le pouvoir? Pourquoi ils veulent personnaliser le pouvoir? C'est parce que tout simplement, peut-être, ça se passe ici, ça se passe en Côte d'Ivoire, ça se passe au Mali, ça se passe en Guinée, et au niveau de l'espace CEDEAO, ça se passe là-bas. Pourquoi? Et aujourd'hui, ce qui est ahurissant, non seulement la CEDEAO se tait, mais même la communauté internationale a envoyé en Côte d'Ivoire Hadjibou Soumaré comme bon voilà mais regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous savez qu'il va faire. Mais regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, depuis qu'Alassane Ouattara il arrive en tête avec 94. Ah bon voilà, c'est ce que les urnes ont montré. Bon, ça c'est honteux.
il a quasiment laminé. Mais quand même, ça, c'est la stratégie de l'opposition, quand même. Le premier problème, c'est que le fait d'accepter, on l'avait dit ici la dernière fois, dans la dernière élection, mais le fait d'accepter que la candidature du prétendant au 3e mandat passe. C'est ça le problème majeur, ce qu'il ne faut pas accepter. Mais dès l'instant que ça passe, on l'accepte. Maintenant, le problème, c'est que aujourd'hui, qu'est-ce que l'opposition a fait? Ils ont carrément déclaré une désobéissance. Un gouvernement de transition civile. Mais aussi une désobéissance civile. Une désobéissance civile. Maintenant, ils ont créé ce qu'on appelle le Conseil national de transition. En attendant, maintenant, on dit qu'on attend la commission, mais après les voies de recours qui ont été faites et tout ça, on attend que la commission internationale se prononce. Mais cette commission internationale, comment va-t-elle se prononcer? Est-ce que cette commission aura une marge de manœuvre pour quand même se prononcer là-dessus? Maintenant, si la CEDEAO ne parle pas, les observateurs non plus. Non plus. Comment on va régler le problème? Mais c'est dans la rue. Ils vont sortir dans la rue. Exactement. Ils vont s'enfuir encore. Une guerre civile, comme mais bien évidemment. Exactement, c'est comme ça que ça va se passer. Mais bien évidemment, monsieur. Il faut s'attendre en Côte d'Ivoire, pire encore que la Guinée. Ouais. Parce que comme vous venez de le dire tout à l'heure, ce n'est pas les mêmes histoires. Hein. Ce n'est pas les mêmes peuples. La Guinée et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les mêmes peuples. Ce n'est pas les mêmes histoires. On a vu ce qui s'est passé en 2010. Avec même Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Il y a eu 3 000 morts. a déjà annoncé la couleur, même la Guinée, avec les crises électorales. Personne n'est encore sorti de l'auberge. De par ces pays-là, je l'ai dit aussi bien pour la Guinée que pour la Côte d'Ivoire. Ces grands Michel-là, aussi bien Alassane Ouattara qu'Alpha Condé, sachez que leur histoire, c'est derrière eux. Non, c'est fini pour eux. Voilà. Ils ne vont pas gouverner. Le conseil qu'on peut donner, parce que à nos chefs d'État, et en particulier au président Macky Sall, si vous lui envoyez un message par rapport à ce coup d'État constitutionnel, le coup d'État, 3e mandat qui est un coup d'État constitutionnel, qu'est-ce que vous lui direz? Il ne faut pas toucher au 3e mandat puisqu'il a verrouillé la Constitution. Mais on peut lui donner quand même cette liberté d'avoir également un dauphin. Maintenant, moi, même si, voilà, ce que je dis sur ça, c'est que comme la dernière fois, je pense que tu m'avais posé cette question-là ici, et je vais servir aussi la même réponse. Parce que moi, j'ose espérer que d'après, il l'a dit, il l'a redit, moi, j'ose espérer, connaissant Macky Sall, qu'il ne va pas faire un 3e mandat, tout simplement. Je pense que Macky Sall prendra la décision la mieux adaptée, et pour lui, et pour le peuple sénégalais. Maintenant, on est en politique. Le jeu politique, il est comme il est. C'est des pouvoirs, c'est des rapports de force, c'est un jeu. Donc, on va voir ce qui va se passer après. Maintenant, moi, ce que je propose pour les pays africains, parce qu'on ne peut pas développer un pays sans stabilité, on ne peut pas développer un pays qui est en guerre, il faut carrément limiter les mandats à 2 ans. C'est-à-dire qu'il faut que la Constitution soit claire, qu'on limite les mandats à 2 ans. L'autre chose, c'est la dépersonnalisation du pouvoir. Il faut que ça soit clair. Et en dernier lieu, c'est instaurer quand même une démocratie participative en Afrique. Voilà. Je donne également le mot de la fin à Moi, je pense qu'actuellement, ce qu'on voit là, j'ai comme l'impression que Macky Sall, il se cherche un dauphin. Il ne le dit pas ouvertement, mais il y a un deal qui est en train de se passer entre lui et Idrissa Seck. Je crois très bien que Macky Sall, Idrissa Seck, lui, il ne sera pas le président du Conseil économique et social. Mais comme l'a si bien tout à l'heure un monsieur que j'ai entendu dans une chaîne, Idrissa Seck, c'est un faux président. Un faux président. C'est le numéro 2 en réalité. Idrissa Seck, Macky Sall le prépare à lui succéder. On n'est pas dans les secrets, on n'est pas dans les secrets des dieux. En tout cas, on a entendu Ahmed Khalifa Niasse déjà le dire, que quelque part, Macky Sall va démissionner pour céder sa place. Moi, je ne crois pas qu'il va démissionner. Ce sont des hypothèses. Moi, je ne crois pas qu'il va démissionner. Voilà, donc voilà. Mais au moins, un jour viendra, d'ici 3 ans, moins de 4 ans, il va ouvertement dire que, voilà, c'est mon dauphin.
Voilà, on ne peut pas lui interdire non plus d'avoir un dauphin aussi. Hein. Abidou avait un dauphin. Et ça, c'est le moindre mal. Hein. L'essentiel, c'est que de ne pas toucher à la Constitution. Voilà. Voilà. Merci Adama Dia, ça a été un plaisir de vous recevoir encore une fois sur ce plateau. Mbodj également, ce n'est pas la première fois. Voilà, votre émission est à présent terminée. Vous faisiez tout juste une analyse de la situation en Afrique de l'Ouest, des élections en Afrique de l'Ouest. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, mercredi prochain pour un autre numéro de rendez-vous de la rédaction. Au revoir. Ok.